Passe à la deuxième très rapidement en expliquant en quoi dans une telle situation la démocratie me semble être justement l'alternative qu'il faut opposer à ce néolibéralisme, toutes tendances confondues. Je dis bien toutes tendances confondues. Parce que il y a effectivement une crise des institutions de la démocratie libérale, social-libérale, traditionnelle. Je pense qu'il y a quelque chose d'irréversible là-dedans et qu'il est difficile d'envisager qu'on puisse s'opposer au rouleau compresseur du néolibéralisme, toutes tendances confondues, en disant qu'il faut restaurer dans sa pureté classique la démocratie parlementaire ou représentative traditionnelle. Mais en revanche, il faut réfléchir à la notion de démocratie elle-même, et c'est ce que je voudrais faire rapidement en présentant donc le commun comme étant l'alternative à ces différentes tendances, à différents types de néolibéralisme. Et là, je crois qu'il faut faire très attention à cette notion de démocratie. Elle est malmenée, elle donne lieu souvent à des confusions. Bon, j'indique comme ça, je l'ai fait dans le résumé, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de démocratie plébiscitaire comme étant une des formes les plus accomplies de la démocratie directe. Non, non. Moi, je ne souscris absolument pas. Plébiscitaire, plébiscite, ça veut dire... Plébiscite, ça vient de Rome, de la Rome antique, c'est une pratique qui est très courante. Ça veut dire que les gouvernants ou les dirigeants posent une question au peuple et l'enferment à l'intérieur d'une alternative dont ils sont souvent les maîtres et que précisément ils ont élaboré pour empêcher que le peuple puisse envisager qu'il y ait d'autres questions. Je ne parle pas d'autres réponses à la même question, mais d'autres questions à se poser. Et là, il faut dire que la démocratie plébiscitaire, ce n'est pas du tout la démocratie dans sa forme la plus accomplie, et je ne dirais même pas que c'est la démocratie directe. Et puis, ce n'est pas parce qu'on multiplie les référendums que pour autant on a une véritable démocratie. Et en Suisse, c'est le cas. On a certes un référendum d'initiative populaire, au moins c'est déjà ça, mais ce n'est pas parce qu'on est convoqué tous les 6 mois à répondre à des questions posées par référendum qu'on est dans une démocratie réelle au sens des indignés, c'est-à-dire au sens que l'on revendique avec Christian hautement et fièrement. Donc il faut réfléchir à la notion de démocratie. Il faut rappeler quand même que la démocratie, le mot kratos en grec, c'est un mot que les démocrates eux-mêmes en Grèce n'aimaient pas. Parce que kratos, c'est le pouvoir, au sens le plus nu. C'est un pouvoir remporté dans une confrontation avec un ennemi, soit intérieur, soit extérieur. Alors évidemment, les démocrates, quand ils sont parvenus justement en 402, 403, avant Jésus-Christ au pouvoir, on dit non, on n'aime pas trop le terme de démocratie. Bon, c'est un terme que finalement ils avaient tendance à ne pas trop utiliser. Parce que ça rappelait l'origine de leur pouvoir. Ils devaient leur pouvoir au fait qu'une partie du peuple, je dis bien une partie du peuple, s'était opposée, dressée contre l'autre partie, et l'avait emporté. Voilà, il ne faut jamais oublier que la démocratie porte en son cœur une dimension de conflictualité irréductible. Concernant la notion maintenant de représentant, là il faut aussi faire attention, par exemple, les copains italiens m'ont dit souvent faites gaffe parce que quand vous dites représentative, en italien on a la représentance, c'est un terme qui peut aussi bien désigner les délégués que les représentants au sens traditionnel. Justement, là aussi il faut faire une différence. Quand on parle de représentants, c'est même pas de leader. On peut parfaitement imaginer qu'il y ait des leaders. C'est pas le problème. Le problème n'est pas celui de la présence ou de l'absence de leader. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Le problème est celui du rapport de la collectivité avec les leaders ou des rapports aussi que le leader entretient avec la collectivité. C'est-à-dire, est-ce que ce rapport est tel que la possibilité d'un contrôle actif soit complètement remise en cause ? Ou est-ce qu'au contraire, ce rapport est tel que ce contrôle actif puisse intervenir et être mis en œuvre? C'est ça la véritable question. La même chose d'ailleurs vaut pour les experts. La démocratie ne s'oppose pas aux experts, mais la démocratie considère qu'il n'y a pas d'experts en politique. Il y a des experts dans beaucoup de questions, il n'y a pas d'experts politiques. Il y a une expertise qui a tout à fait sa place, à la condition qu'elle soit subordonnée à la prise de décision qui est celle de la collectivité ou de la communauté, ce qui est tout à fait différent. Donc j'insiste là-dessus pour éviter les faux débats sur la notion de représentation, parce que la question est de savoir, quand on est élu comme représentant, ce qu'on en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on se comporte comme un représentant qui, pendant 5 ans, ou je ne sais plus combien d'années dans d'autres pays, est amené à faire un peu ce qu'il veut, ou est-ce que, justement, on tâche de faire en sorte que les gens qui nous ont élus participent directement avec nous? C'est-à-dire, le cas échéant, co-rédigent des projets de loi, et pas simplement disent bravo au projet de loi que vous avez élaboré de votre côté. Bon, ce sont des questions qui sont fondamentales. On n'est pas loin de l'Espagne,
Avec Christian, on va souvent en Espagne et on va souvent à Barcelone. On expérimente là, dans la municipalité de Barcelone en commun, un certain nombre, disons, d'instruments politiques qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'autogouvernement municipal fondé sur la logique du commun, avec des difficultés extraordinaires, que les gens de là-bas nous expliquent d'ailleurs à chaque fois qu'on vient, en nous disant « gardez-vous bien d'idéaliser », parce que en effet, on se garde bien de faire, mais il y a quelque chose de très important. Alors on parle bien sûr souvent de Barcelone parce que c'est une très grande ville, parce qu'il y a Ada Colau, qui, alors voilà, figure de leader, bon, incontestablement c'en est un, bon, mais il y a d'autres villes, il y a les municipalités rebelles, on va aller à Saragosse en décembre avec Christian dans le cadre d'un colloque, mais on va faire d'autres rencontres, il y a la Corogne, il y a beaucoup d'autres villes en Espagne qui ont pris ce chemin-là. Et c'est une voie qui est très intéressante et très prometteuse, parce qu'il y a un blocage au niveau de l'État-nation. Il n'est que de considérer ce qui se passe, alors avec une différence maintenant depuis que le PSOE est au pouvoir, mais il faut faire très attention et conserver justement une grande autonomie à l'égard de ces développements. C'est le meilleur moyen de construire un rapport de force. Regardez la différence entre Madrid et Barcelone. Madrid a fini, et pourtant ce ne sont pas des gens qui déméritent, mais ils ont fini par s'incliner devant le diktat. Qui est celui du Parti populaire et de l'État central, qui leur disait « Ah non, non, vous n'avez pas le droit de dépenser cet argent-là pour les budgets sociaux. Vous devez donner la priorité au remboursement de votre dette. » Et ils ont fini par s'incliner. La différence entre Barcelone, qui ne s'incline pas à cet égard, et Madrid, c'est le rapport de force. Et à Barcelone, le rapport de force est sans commune mesure plus favorable à l'équipe municipale. Mais précisément parce que celle-ci a eu à cœur, et a toujours à cœur, en tout cas pour l'instant, de mener une politique assez audacieuse pour que les gens dans les quartiers, les assemblées de quartier puissent participer, puissent co-participer à la définition des politiques publiques locales. Voilà. Donc ça relève complètement de ce que nous appelons précisément la logique du commun.